Bonjour le terre, ça va chez vous? Voilà. Bon, cette vidéo, je l'ai fait je le dédie au Work People Canada. C'est une vidéo que je fais un peu en avance pour préparer un peu la communication en ce qui concerne notre avenir communautaire. Donc, il s'adresse d'abord aux Work People du Canada, mais bon, si le Big Kachika trouve que ça peut apporter quelque chose, donc il pourra le publier plus tard sur le central du terre. Donc, alors, la problématique ici, là, quand je viens faire cette vidéo, c'est ici, en tant que grand frère, en tant que père de plusieurs pélicans, ou par rapport à tous les tontons qui existent ici au Canada et qui sont sous-marins, et qui regardent un peu leur mouna bouger dans les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé d'apporter une certaine contribution parce que déjà sur le terre central, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées il y a plus d'un an, avant que je commence à faire des voyages pour me rendre au Cameroun et voir concrètement quels pouvaient être les projets que nous pouvions faire en ce qui concerne notre communauté. Nous sommes pour la plupart à avoir décidé de vivre loin de notre pays, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a quelque chose qui reste en nous, c'est la problématique du retour au pays natal. Et quand je parle de retour au pays natal, il est question de comprendre que le retour au pays natal, il faut considérer plusieurs options qui nous interpellent. C'est un retour dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc quand on parle de retour au pays natal, on évoque le fait que c'est pas parce qu'on a immigré qu'on va mourir ici. Et quand on pense à rentrer au pays, on se dit qu'à un moment donné, oui, il faudrait s'organiser, sinon ce retour sera aussi un échec. On a vu quand même qu'arriver ici, c'est pas quelque chose de très facile. Il faut aussi prendre en compte plusieurs options selon les personnes. Il y a d'autres qui veulent rentrer et avoir un pied au pays et un pied ici en même temps. Pourquoi pas? Vivre uniquement là-bas, parce qu'ils en ont marre de l'hiver d'ici. Ou travailler ici, vivre ici et travailler pour le pays. Parce qu'ils ont la fibre nationale qui coule dans leurs veines. Donc, déjà, j'ai posé cet aspect de retour au pays natal parce que, en réalité, nous formons une communauté qui ne peut pas se régner. Ça coule dans nos veines. Et pour ceux qui ont déjà vécu ici plus d'une année, ils ressentent le besoin de retrouver cette communauté. C'est pour ça que nous sommes sur le terre. De toute façon, personne ne peut nier cela. Et les questions qui m'ont paru importantes, vu les intérêts et l'insistance des gens, ça concernait quoi par exemple? Ils me demandent, peut-on faire confiance aux Camers? Parce que pour eux, quand on parle de communauté, quand on parle d'aller faire les projets au Cameroun, c'est déjà la première question, est-ce qu'on peut se faire confiance entre nous, les Camers, sur un plan de vue, sur un point de vue business? Donc, c'est des choses qu'il faudrait qu'on puisse adresser et sur lesquelles je compte vous apporter des réponses selon les expériences que j'ai et les investigations que j'ai faites sur le terrain. Une autre question aussi importante, comment peut-on investir dans un pays aussi corrompu que le Cameroun? Très bonne question, parce que au vu de ce qui se passe au Cameroun, tout le monde sait que le Cameroun est corrompu et que la corruption se trouve à tous les niveaux. Même les corrompus le déclarent.
ne se cache pas de ça. Une autre question, que penses-tu de ceux qui ont tenté le retour au pays natal avec des projets intéressants et sont revenus déçus par abandon? Oui, perdant souvent tout leur investissement à cause toujours de cet environnement difficile, corrompu, ainsi de suite. Certains ont dit le gouvernement lui-même n'exprime aucune envie de voir la diaspora venir investir au Cameroun. On fait comment? C'est des questions qu'on ne peut pas ignorer et c'est des questions que les gens ne posent pas de manière au hasard. Ça veut dire qu'il y a effectivement pour eux des signes qui ont montré que le gouvernement ne fait ne facilite rien dans ce sens. Alors que d'autres pays à côté font cet effort. On ne va pas revenir là-dessus, on sait que nous sommes les derniers sur ce point-là. Et puis, une autre question aussi d'intérêt, les gens demandent quels sont les projets viables au Cameroun. Parce qu'on parle d'aller investir au Cameroun, mais il faut avoir une stratégie. C'est quoi actuellement qui marche au Cameroun? Est-ce que le gouvernement va nous laisser faire? Oui, on parlera de tout ça. Mais au-delà des questions, il y a des remarques, parce que les gens, ils posent des questions parce qu'ils veulent avoir une réponse à leur problématique, à leur envie. Parce que c'est tout le monde qui a envie d'aller faire quelque chose pour ce pays qui les intéresse, qui est leur pays d'origine, quel que soit leur statut actuellement. Et puis, donc, il y a d'autres qui, au-delà de ces questions, font des remarques pertinentes. Au pays, on t'attend pour te voler. Même la MIFA te guette. Sauf que, oui, ça c'est vrai, les gens te disent, tu vas pour investir au pays, mais tous ceux qui sont au pays t'attendent pour te voler. Ça, ils sont préparés et dès que tu débouches là, la sonnette, il est arrivé, allons nous servir. Et puis d'autres qui disent, oui, voilà, on veut investir, les terrains sont devenus très chers, mais tu n'as pas de... Excusez-moi, il y a le téléphone... Voilà. Donc, les terrains sont devenus très chers. Bon, d'autres voient plutôt que investir au pays, c'est acheter les terrains. Bon, on en parlera. Et pour eux, la problématique, c'est que même pour aller acheter les terrains, pour faire les projets, c'est pas aussi évident que ça. D'autres déclarent, il n'y a pas intérêt à investir dans les maisons au pays, la MIFA va tout bousiller, et ainsi de suite. Et moi, j'envoie de l'aide, un peu d'aide à ma famille, et ça suffit. Le reste, je ne gère pas. Ça, c'est un peu les positions de la diaspora camerounaise par rapport au pays. Je n'ai peut-être pas cité tous les aspects, mais ça vous donne, vous qui habitez ici, vous qui êtes ici installés depuis peu ou depuis très longtemps au Canada, une idée de ce que nous on vit en tant que personne de la diaspora. Et sans vous cacher, bon, c'est plus amplifié pour les uns que les autres. Il ne faut pas ignorer que malgré tout cela, il y a certains quand même qui y vont et qui font des projets en solo et puis ils reviennent, ils disent rien. Peut-être espérant, comme les Camerounais font toujours, déborder les autres et réussir tout seul à sortir quelque chose qui va le mettre sur un piédestal. Parce que c'est un peu l'habitude, en fait, le rêve de tous les Camers, être porté au sommet par leurs compatriotes. Bref, on est un peu devant cette grosse problématique. Les Camerounais sont de la diaspora, sont très très amoureux de leur pays. Tout le monde brandit le drapeau du pays quand l'occasion se présente. Tous les gars ont le maillot vert avec le numéro 9 derrière.
Moi, mon drapeau est là, ça, je suis fier de ça. Mais quand il faut passer à l'action, on ne voit que des individualités qui, à mon sens, amènent à des résultats vraiment risibles. Donc, moi, cette vidéo-ci, là, est une vidéo d'introduction, parce que derrière, il va suivre. Vous savez que mes vidéos sont toujours des longues vidéos, et c'est très difficile de venir répondre à une question par un bout de phrase, ça n'apportera rien. Je suis en train de poser la problématique. Et cette problématique que je pose là, c'est une problématique qui va nous permettre demain de discuter d'autres sujets plus importants et plus concrets, une fois que les gens se seront fait une idée de notre réelle situation en tant que membres de la diaspora, surtout membres de la diaspora canadienne. Wow, people Canada. Donc, avant d'aborder les questions et les remarques dans une autre phase, nous allons quand même nous demander quels sont nos objectifs de vie ici au Canada, ou ici en Belgique en général, pour ceux qui veulent extrapoler. De toute façon, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Paris ou en France, un peu partout, ou en Amérique, aux États-Unis, là, il y a une base de problème qui est commune à toute notre communauté. Et puis, selon les règles du pays, il y a des particularités qui se présentent qu'il faut peut-être adresser en particulier. Mais la problématique ne vient pas de notre environnement, ça vient de nous-mêmes. Ça veut dire que, est-ce que nous-mêmes, en tant que diaspora camerounaise, ici au Canada, savons exactement quels sont nos objectifs de vie? Ou est-ce que nous la vivons et on accepte tout ce qui nous arrive au gré de vent? Donc, moi, en premier point, je dis, c'est quoi la définition d'une vie réussie pour nous, pour la plupart de nos gens? Est-ce que c'est gagner 5 à 10 000 dollars par mois et dépenser tout cela dans taxes, loyers, impôts, nourriture, chauffage, mais être fier de dire oui, je vis bien dans la région de Montréal ou de Toronto, je suis à l'aise, j'ai tant de salaire, mais qu'à la fin du mois, il n'y a plus rien dans la caisse. Souvent même, j'en connais qui sont à plus de entre 10 et 15 000 dollars de revenus. Moi, je parle de Camerounais. Souvent même pas seniors. Je vous dis, qui ont, grâce à leur capacité intellectuelle, la possibilité de gagner beaucoup d'argent et qui le gagnent, mais qui sont obligés de le dépenser complètement dans le système. Est-ce que pour nous, la belle vie, c'est habiter une grande villa dans le périphérique de Montréal, Toronto ou de Québec, ou dans les grandes villes canadiennes, et envoyer des photos à la MIFA pour montrer comment on est bien, ou de temps en temps, quand on peut aller en vacances au pays pour un mois, là, et effectivement, ça fait des grosses dépenses, mais bon, on a la satisfaction d'avoir fait le show-off et puis rassurer les gens qu'on a réussi. Quand on revient de ces vacances-là, quand on a pu envoyer des photos et que toi, le chef de famille ou la compétente mère de famille qui est le copilote de ce foyer, ne trouvez-vous pas qu'il manque des choses importantes à votre vie? Ne vous pas comme un pincement quand vous pensez à votre pays qui meurt de l'autre côté? Est-ce que vraiment nos objectifs de vie, nous la définissons comme ce que nous aimerons faire ou bien nous la subissons? Est-ce que c'est avoir un bel appartement, pouvoir payer ses factures, travailler toute la semaine et venir le week-end se planter devant la télé et puis zapper en attendant le lundi? Oui, parce que je sais que
Beaucoup de nos frères font ça, frères et sœurs. Oui, ils ont des semaines chargées, parce qu'on leur demande toute la semaine, ils rentrent de soi crevés. Le week-end, ils n'ont que 1 ou 2 jours pour récupérer. Et puis, c'est le zappage devant la télé en attendant que le lundi revienne. Ça peut passer comme ça 10 ans, 15 ans, vite fait là. On se rend compte que le temps est vite passé, on est étonné, oui, c'est parce qu'on n'a pas fait attention. Ouais, c'est ça. Et effectivement, quand les autres du pays vont nous voir, puisqu'on gagne notre vie, on est dans un système, tout ça là, on peut s'acheter des bonnes choses, ils sont convaincus qu'on est heureux. Mais individuellement, c'est qu'on n'est pas accompli. On n'est pas accompli. De toute façon, quelqu'un dira, ce qu'on a n'a plus d'importance. C'est ce qu'on n'a pas qu'on recherche. Et puis, il n'y a pas que ceux qui ont réussi. Est-ce que c'est chômer là dehors quand le John Massy est bolé et passer son temps à se demander comment on va payer son prochain loyer? Est-ce que c'est une vie ça? Parce que beaucoup de nos frères là dehors vivent cela. Même ceux qui ont été à un moment donné des grands consultants là dehors passent souvent par des moments très difficiles. Plus tu es en haut, plus quand le chômage t'attrape, ça devient vraiment plus dur que le petit chômeur habituel qui avait déjà trouvé un système D pour trancher ses fins de mois et régler sa dispute avec son bailleur. Parce que toi, avec ton loyer à $2000 ou ton hypothèque à 2000 ou plus de $2000, tu n'as que 3 mois de différence pour qu'on t'indexe dans le système de crédit. Et tu ne pourras plus rien faire de bon là-dehors. Oui, on est tout le temps sous pression ici. Les gens s'étonnent que dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien de satisfaisant. On sent toujours un battement là, second battement qui cogne là-dedans. On sent qu'on n'arrive pas à s'exprimer par rapport à tout ce qu'on a comme potentiel. Et on peut bien se demander, est-ce qu'on est venu ici décrocher les gros diplômes ingénieur, master, bachelor, avec des photos qu'on a prises avec la casquette là, carrée là, qui sont bien affichés dans nos salons et tout, pour montrer à qui veut que, bon, on a fait notre étape, on a fait nos preuves, on est quand même quelqu'un, mais qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que c'est quand même limité. Est-ce que c'est pour ça qu'on est ici? Je sais que beaucoup sont venus ici parce qu'on fuit la misère en Afrique. Mais une fois qu'on est arrivé ici, là, on est quand même capable de comprendre que la misère n'est pas uniquement en Afrique, c'est aussi ici. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. On a décroché les gros diplômes, bachelor, et puis on passe notre vie à courir derrière nos enfants à partir de 18 h pour aller les chercher, boulot toute la semaine, week-end social, il faut faire des réunions. 10 ans est vite passé, 15 ans est passé, 20 ans est passé sans qu'on s'en rende compte. Et même les enfants sont déjà devenus grands. Et oui, on se rend compte très vite que 20 ans ont vite tourné, et qu'on est même... ça va passer sans qu'on puisse même réaliser vraiment ou faire tout ce qui concerne nos propres ambitions personnelles. Rien dedans. Et même si les enfants travaillent déjà, on aimerait aussi avoir fait ces choses-là autrement. Oui, oui. On aurait aimé faire cela autrement. Et moi, en tant que votre grand frère, et même votre père pour la plupart, je sais que nous avons beaucoup de choses en commun et que nous venons du même endroit. Donc, mes aspirations, vous les avez.
Mes déboires, vous les vivez. Et vous allez les vivre si vous n'êtes pas encore passé par le même chemin que moi. Si vous passez par ma route, vous allez vivre mes déboires. Mes satisfactions, je ne suis pas sûr que vous allez tous les partager parce que, en réalité, si il est facile de vivre mes déboires et connaître les mêmes aspirations que moi, parce que c'est des valeurs et des paramètres constantes, trouver les satisfactions que j'ai eues, vous ne pourrez même pas les rencontrer toutes, même si vous faites des mêmes efforts que moi, parce que les conjonctures sociales là dehors changent chaque jour en termes d'immigration et d'intégration sociale. Ça change. Mais est-ce que nous réagissons à ces changements-là? Nous les subissons plus qu'autre chose. C'est ça le problème que nous avons ici. Là. Nous avons une communauté qui, en fait, est faible. Les erreurs d'hier continuent à être celui de nos jeunes. Pourquoi les erreurs que j'ai faites doivent impacter encore mes enfants les plus jeunes? Pourquoi ils ne doivent pas bénéficier de mon expérience pour éviter de tomber dans les mêmes pièges? Certains jeunes sont très ouverts, oui, et veulent savoir comment bouger là-dehors. Ça, je ne doute pas. D'ailleurs, quand je regarde l'annonce que j'ai faite sur Internet, il y a beaucoup qui répondent présents, ils veulent savoir. Ça me fait plaisir. Mais plusieurs autres sont dans le mouvement individuel, car ils sont très confiants de leur capacité intellectuelle. Les Camerounais sont très forts. On les trouve partout. Oui, c'est vrai. Il y a plein. Ont-ils plus de succès que les autres Africains immigrants? Moi, je vous pose la question. Ça se saurait. Hein? C'est pas parce que vous êtes premier de la classe là que vous maîtrisez tous les trucs. Quand vous allez dans les boîtes là dehors, vous ne pouvez pas faire 3 bureaux sans trouver un Camerounais là-dedans. Mais c'est des prisonniers. Leur communauté les a perdus. Ils sont là pour épater le MOCAT. Prouver au MOCAT qu'ils sont capables. Le MOCAT, c'est ça. Le MOCAT exploite cela. Et nous, notre communauté, n'en reçoit rien. Ils vont dire, on vous doit quoi? C'est vous qui avez payé ma caution? Ça, c'est le mot que quand un Camerounais se fâche un peu contre sa communauté, il vous pose comme question. Non. Mais c'est une erreur de poser une question comme ça. Après, en même temps, il va se fourrer, il va prendre le drapeau camerounais attaché sur son dos et commencer à courir avec. Ouais, c'est l'ambiguïté, ça. Il sait qu'il appartient à une communauté, mais il la rejette souvent. Souvent, c'est la vanité, tout simplement. Mais j'aimerais que on revienne un peu à quelque chose de plus décent, qu'on soit un peu, comment dire, plus mature. Moi-même, si je vous le dis que j'ai été comme ça, je n'accuse pas les gens sur ce que je ne connais pas. J'ai été aussi jeune, aussi vaniteux. J'ai cru que je pouvais faire des choses. Et je continue à croire aussi que je peux faire encore beaucoup de choses. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler ici. Mais ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est vous rassembler. Ce n'est pas autre chose. Je n'ai plus la force que vous avez aujourd'hui pour construire notre communauté, construire notre pays. Mais je peux marcher pendant un certain temps avec vous pour vous apporter mon expérience, si vous l'acceptez. C'est alors là que je profite pour poser le problème qui est central à notre communauté. Parce que si nous faisons des fautes là-dehors, c'est parce que nous n'avons pas compris les vrais enjeux. C'est pour ça que je fais cette première vidéo. Ça ne sert à rien que je vienne présenter des projets à des gens qui ne connaissent pas les enjeux. Si vous ne comprenez pas les enjeux là-dehors, si vous êtes captivé dans le système de vos adversaires, comment allez-vous reconnaître ce qui est bien pour vous?
ce sera difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. C'est votre esprit qu'on doit libérer. Il ne s'agit pas d'une liberté dans votre vie quotidienne. Non, c'est une liberté de votre esprit. Vous devez comprendre les enjeux. Vous devez comprendre que la vie là-dehors, c'est une compétition intercommunauté. Si vous croyez que parce que vous travaillez les Québécois, vous êtes intégré, vous vous trompez. Parce que l'enjeu là que vous voyez être avec dans une grosse boîte, une grosse banque, une grosse industrie et que vous gagnez un gros salaire, là, ce n'est qu'un enjeu ponctuel, un grain de sable dans tout l'enjeu. Et votre communauté, c'est le maillon de l'avenir. C'est ça qui va garantir la pérennité de ce que vous êtes. Et la pérennité de ce que vous êtes, c'est à travers votre famille, vos enfants et les générations futures. Quand on parle de communauté, c'est une vision à long terme. Une vision dans laquelle vous mettez entre parenthèses ce qui est individuel pour donner la priorité à ce qui est communautaire. Ainsi, c'est cette communauté qui vous permet de prolonger tout ce que vous allez faire, de projeter dans l'avenir, de donner l'occasion à vos enfants, vos petits-enfants et plusieurs générations après, de bénéficier réellement le fruit de votre travail. Parce que votre travail quotidien, là, à part manger et cracher ça, aller au sel, tout ça là, vous n'en bénéficiez de rien. Et ce n'est pas le plus important. Donc, il faut comprendre qu'il y a une compétition là-dehors. Ce n'est pas parce que vous avez que des chums québécois que ça veut dire que vous avez été adopté par le blanc. Hein. Non. Non. Il faut comprendre comment ça peut se passer. Ok, je vais relancer. Donc, la compétition, c'est une compétition nord-sud. C'est une compétition entre les pays occidentaux et les pays sous-développés. Ça, là, il faut vous le mettre dans la tête. Si quelqu'un ne comprend pas ça, si quelqu'un ne l'accepte pas, qu'il ne vienne pas faire un projet avec moi. Parce qu'il va se perdre. Et quand on parle de compétition, ce n'est pas une compétition qu'on a quelque chose contre les autres communautés. Non. C'est une compétition institutionnelle. Le grand marché que vous entendez là. Nous, on n'est que des atomes qui marchent dedans, là comme ça, là. Mais la compétition est là. Et nous, les atomes, si nous avons compris un certain nombre de choses, oui, nous avons influencé cette compétition à l'avantage de notre communauté. C'est une compétition que vous devez accepter sans avoir des idées négatives par rapport aux autres communautés. Parce que eux, ils jouent cette compétition-là depuis. C'est une compétition MECAT africain versus africain. Il faut l'accepter avec le sourire. Et donc utiliser l'intelligence que Dieu vous a donnée pour vous positionner correctement dans cette compétition. Et je dois vous dire qu'ici au Canada, oui, tout est dans la compétition communautaire. Si vous n'avez pas une communauté forte, alors vous êtes réduit à travailler pour les autres communautés. Vous êtes des Chinda assurés. Vous serez toujours dans le risque de chômage. Vous serez sous-payé. Et ça, c'est compréhensible. Parce que les industries appartiennent aux autres communautés. Ils font appel à vous lorsque tous les membres de leur communauté sont servis. Nous, en tant que Khmer ici, là, au Canada, on a quelle industrie? Quelle part? Zéro. Oui. Est-ce que quelqu'un nous a empêché de créer notre part d'industrie? Non.
Non. Soyons quand même conscients de ça. On ne pourra pas partager les bénéfices des richesses qu'on crée dans cette société canadienne. Parce qu'on n'est nulle part dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas bénéficier des retours sur les richesses produites. Hein. Dividendes, tout ça. C'est pas pour nous. Nous sommes aujourd'hui que des outils de production payés au prix minimal. Et sache que le propriétaire de l'entreprise décidera toujours du prix. Pour rentrer dans le travail, il faut produire 3 fois plus. Et ça, pour le même salaire. Ça, vous n'ignorez pas ça. Hein. Donc, pardon, mes frères, même si vous êtes directeur de quoi dans une grosse boîte ici à Montréal ou à Toronto, retenez que vous ne dépassez pas le gars qui est en train de faire le doum 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 d'autres gars Kamer. Hein. Moi je parle dans notre communauté. Vous ne le dépassez en rien. Je vous dis, dans le sens du discours que je suis en train de vous dire là. Vous ne le dépassez en rien. Les autres savent que vous n'avez pas d'option. C'est-à-dire pas de plan B s'ils ne vous donnent pas de salaire. Donc, ils vont vous utiliser. Même si on vous donne un titre là-dedans, dans l'entreprise, le jour où vous faites un peu chier, là, on vous met à la porte. Ouais. Quand ils voient qu'ils ont bien pressé, là, ils vous mettent à la porte. Et puis certains vont même trouver qu'ils sont charitables de vous employer. Et ils seront déçus quand vous n'allez pas être reconnaissant pour cela. Hein. C'est légitime. Hein. Ils disent que mais ces gars-là, ils n'ont rien. Je lui donne le travail, il manque de respect. C'est quoi ça? Toi, de ton côté, là, comme tu n'as rien compris, tu penses que parce que tu connais, tu as l'intolo, tu as le long crayon, tu vas lui manquer de respect? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il va te détruire. C'est pour ça qu'il y a souvent les mésententes là dehors. C'est pour ça que tu vois nos gars souvent craquent. Ils ont la tête baissée dans le guidon à produire, à vouloir satisfaire le MCAT, qui oublie qu'il fait partie d'une communauté. Et que c'est cette communauté-là qui va lui apporter le complément de ce qu'il a besoin pour être un homme heureux. Donc, la vraie question, est-ce que nous reconnaissons cette importance communautaire? Parce que ce n'est pas mon discours de cette vidéo-là qui va convaincre beaucoup d'entre vous. C'est le débat que vous allez en faire. Parce qu'il y a d'autres qui ont la tête dure. Hein. Pas qu'ils ne sont pas intelligents. Le système a déjà lavé leur tête. Et ils ont tellement une mission de réussite intellectuelle que ça va être très difficile pour eux de comprendre ce que je dis dans cette vidéo. À ce moment-là, mon discours étant non effectif sur eux, je ne peux que compter sur ceux qui sont proches d'eux pour leur faire comprendre par d'autres moyens de quoi il est question. Donc, ici au Canada, est-ce qu'on comprend l'importance communautaire? Les autres communautés ont déjà tous compris ça. Hein, et ils vont réclamer au gouvernement de renforcer leur position. Il n'y a que nous, les Africains, et en particulier les Canadiens. Parce que la loi du Canada prévoit tout cela. Ils savent que si tu n'es pas dans une communauté, tu n'as pas accès au travail, tu n'as pas accès facilement aux choses. Donc, ils ont mis les lois pour faciliter les écoles. Tu vois, et vous allez voir que les communautés vont profiter de ces lois-là pour créer des écoles juives, arméniennes, italiennes, ainsi de suite, pour s'assurer que leurs enfants parlent leur langue. Nous, on se bat pour parler le français et l'anglais.
Ah, vraiment. Même pour créer, être propriétaire des établissements de distribution, de loisirs. Vous voyez, les Italiens, ils se battent. Tout ça, les fermes, tout ça là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu ne contrôles pas une partie de ça, tu vas être Chinda. Est-ce que c'est une question d'argent? C'est une question de détermination. Ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui croient que nous, on n'a rien parce que nous sommes pauvres. C'est faux. On n'a rien parce qu'on est paresseux, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on ne met pas notre intelligence dans le bon créneau de service, dans le bon couloir. Notre intelligence est là, c'est la binda parce que la jachère nous menace, et puis la nourriture parce qu'on a trop faim, on a peur de mourir de faim. Mais même les gens qui vont travailler là, c'est pour avoir un toit, ne pas mourir de froid, de la jachère. Une fois qu'ils ont résolu ça, la prochaine étape, c'est pas regarder leur communauté. Hein. Ils regardent comment ils vont s'acheter des beaux habits. Ils regardent comment ils vont louer les voitures 4x4. Comme ça, quand il va déboucher à la réunion ou à la prochaine assemblée d'église, tout ça là, tout le monde va comprendre comment il cartonne. Non, personne ne pense à la communauté. Parce que c'est une dimension qui nous a échappé jusqu'à présent. On en parle. Moi, j'en parle depuis, les gens ne comprennent pas. Je vais distribuer les choses pour montrer que cette communauté-là, c'est des familles bien organisées, tout ça là, et qui après intègrent le problème social. Moi, je ne parle pas de communauté ici, là, qui va se comporter exactement comme les problèmes de communauté qu'on voit au pays. Ce n'est pas les réunions de tontine, tout quoi que ce soit là. Non. C'est des choses plus ambitieuses. On parle des écoles, on parle des établissements, on parle de propriétés communautaires, que toutes les communautés ici, qui se respectent ici, là, à part haïtiens, africains, là, possèdent. Bon, les haïtiens font même, ils ont battu pour avoir les taxis. Hein, puisque c'est quelque chose qui se contrôler dans tout le Montréal. Hein? Mais nous, on est où? On est où? Hein? Même, je vous dirais que ils ont tellement mis leur culture et tradition en avant qu'ils ont déserté les églises ayant constaté que ces églises-là leur perdaient le temps. Oui, regardez bien. Mais il n'y a que les Africains qui continuent à courir, à aller perdre toute la journée de dimanche dans l'église, toute la journée de samedi à préparer la journée de dimanche de l'église. Pour faire quoi? Pour aller pleurer au Seigneur? Non! Je n'ai rien contre les églises. Hein. Mais regardez les autres communautés. Quand ils font leur prière, c'est 1 heure chez eux. C'est un truc bien. Quand vous voyez les juifs là, ils ont le vendredi soir, ils vont une fois avec les enfants là, ils sortent de là, fini. Mais nous là, non seulement on sort de l'église, après il faut faire ceci, après il faut aller faire le Congo ça dessus, après il faut aller... Mince. Et puis c'est même ces églises-là qui apportent le plus de problèmes dans le comportement et qui nous empêchent même de travailler ensemble. Parce que les gens qui sont trop dans les églises, moi j'ai même constaté, ils voient leurs frères comme des démons. Tout ça pourquoi? Parce que le pasteur veut les garder pour eux. Il les conseille mal. Non. Honnêtement, regardez ce que les autres communautés font. Et comprenez que nous, on n'est pas plus malins qu'eux. Essayons de copier un peu. Ils défendent leur tradition. Ils défendent leur culture. Ils mettent ça en avant. Et même la Bible te dit que tu dois faire comme ils font là. La Bible, ce n'est pas eux qui nous ont amené la Bible. Maintenant, on veut faire comme si on aimait la Bible plus qu'eux. Soyez un peu plus malin que ça. Je n'ai rien contre l'Église. Mais en réalité, moi, quand je prie chez moi, ça dépasse tout ce que je peux aller faire à l'église.
quand je vais à l'église, là, c'est vraiment, c'est pas pour moi, pour Dieu, c'est pour moi-même. Je ne me sens pas à l'aise. Vous comprenez? Donc, je sens souvent le regard de pitié des autres communautés sur nous. Et ça me dérange. Oui, ils se demandent bien quand est-ce qu'on va comprendre comment ça marche ici au Canada. Nous préférons nous battre à l'école pour avoir le titre et exiger le meilleur poste et salaire. Ça, c'est dans nos mentalités. Le diplôme, le titre, on se bat pour ça. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Premier à l'école, dernier au boulot. Ça, c'est la vraie règle de la vie. Parce que ton savoir-faire à l'école, là, c'est pas ça qui fait le boulot. Il n'y a personne qui est indispensable dans une entreprise ici. En fait, on perd trop de temps à l'école. On perd trop de temps à l'école. Surtout pour ceux qui n'aiment, que l'école n'aime pas. Il y a d'autres qui sont excellents à l'école. Ils font leur truc en 3 ans, 4 ans, vite fait là. Et puis, avec ça là, peut-être que c'est une exigence. Mais en réalité, si c'était plus malin que ça là, ils n'auraient pas besoin de ça. Les Québécois avec qui vous travaillez ici là, au Canada là, vous croyez qu'ils ont tous ces diplômes là? Mais dans leur travail, vous ne pouvez pas leur dire que vous les battez tout le temps. Parce qu'en réalité, ce qu'on demande en entreprise, ce n'est pas toute cette théorie qu'on apprend à l'école. Et la plupart des choses que vous apprenez, ce n'est pas à l'école, c'est dans l'entreprise. Oui. On perd trop de temps à l'école. Pourquoi? Parce que le MECAT et les pasteurs catholiques, là, ils ont dit à nos grands-parents, à nos parents, tout ça là, que sans l'école, on n'est rien. On a absorbé ça. C'était peut-être vrai pour eux dans leur temps. Mais, aujourd'hui là, bon, continue à y croire. Mais ça ne sert à rien. Parce que tu as beau être sur n'importe, tu as beau perdre de temps dans le banc, ça t'empêche d'être productif sur le terrain. Donc, le MECAT ici ne va pas à l'école pour rien. S'il ne voit pas ce que ça va lui donner, il n'y va pas. Et ça, je trouve ça raisonnable. Je trouve ça raisonnable. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'idée que vous, Camer, avez à aller à l'école, c'est parce qu'on vous a inculqué qu'avec ça, vous dépassez votre frère. Vous n'allez pas à l'école parce que vous aimez l'école. Ce n'est pas parce que l'école va vous aider. Vous croyez que le titre, pardon, retirez ça. Le titre ne va pas vous aider, ni ici, là, ni au pays. J'étais au pays, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un système que, ça dit que l'école qu'on vous apprend là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe même ici chez le MECAT. Parce que nous, on exagère. Si tu calcules simplement le temps que tu as perdu sur le banc, vous allez bien pleurer. Les gars ont peur de faire ce calcul. Donc, non seulement vous avez perdu le temps sur le banc, mais vous n'avez même pas eu le temps d'apprendre à jongler avec les réalités de la vie. Hein? Et quand vous arrivez au boulot, vous voyez que ça ne va pas, vous voyez que vous perdez. Remarquez, les gars qui ont, qui ont les gros diplômes là, et qui sortent de chez eux à 6 h du matin, à 20 h, ils ne sont pas encore rentrés. Hein? Ils ne sont pas rentrés. C'est quelle vie ça? Vous allez prendre le temps pour vous occuper de vos enfants, pour travailler pour votre communauté. Vous allez prendre le temps là où? Pardon. Donc, je suis ingénieur en ceci, j'ai le master en cela. Si on vous demande, avec tous ces titres-là, de fabriquer un petit vélo là, dites-moi combien de caméras d'Europe peuvent réparer le vélo avec tous les gros titres que vous avez. Vous n'êtes que des petits intervenants dans leur industrie. On vous met dans un maillon de la chaîne. On sait que vous ne connaissez que, vous n'avez que des connaissances disparates. Et quelque temps là, on vous forme un peu pour pouvoir
ajuster les boulons quand les pièces passent dans votre secteur. Mais la compétence là, moi je peux vous dire que quand vous regardez bien les choses, hein, vous constatez que la formation que le MECAT nous donne là, les titres et tout ça là, ça ne sert que pour avoir un profil clair et net. Ça ne sert que pour avoir un profil clair dans leur système. Comme ça, on peut de temps en temps aider à booster leur économie. Oui, parce que de moment là, il manque des employés. Donc, nous, on est là pour compléter leur système. Ils ne sont pas là pour nous faire des faveurs. Hein. Il y a d'autres qui croient que parce qu'on les aime, qu'on les a intégrés ici. N'importe quoi. Ou parce qu'ils sont trop intelligents. Non! Les gars d'ici même, hein, ils ne veulent pas faire le boulot qu'on leur donne là. Parce qu'ils trouvent que ça ne leur apporte rien. Ça leur bouffe leur vie, leur temps. Pour profiter à certains propriétaires d'entreprise, tout simplement. Ah, il y a un gars qui faut que exiger un appel, mais je vais le prendre seulement après. C'est un comme s'il faut que je le rappelle plus tard. Donc, tout le temps qu'on passe à apprendre à l'école, je peux vous le dire, ça ne sert que pour un tiers de ce que tu as besoin pour être autonome. Donc, en réalité, le complément de cette formation qu'on fait dans l'école du MECAT, vous ne pouvez l'avoir que dans l'entreprise. Vous êtes des 1 tiers compétents. Ça veut dire qu'il y a encore 2 tiers que vous ne maîtrisez pas quand vous sortez de l'école. Et même quand vous avez travaillé un parcours, surtout si vous n'avez pas une bonne spécialisation. 1 tiers compétent. Donc, les systèmes du MECAT, là, faites attention à ça. La plupart des choses qu'il faut pour gérer une entreprise, pour produire quelque chose dans une entreprise, nous ne l'avons pas. Ces compétences, nous ne les avons pas. Et ce n'est pas à l'école que vous allez avoir ça. Et puis, dans les entreprises, ils ne vont pas nous permettre d'y accéder. Parce que c'est des connaissances qui régissent toute leur stratégie, qui leur permettent de dominer les marchés, de s'imposer, et on va vous le donner. Jamais. Donc, ils contrôlent qui a cette compétence. Et quand ils voient quelqu'un qui a cette compétence, ils lui donnent l'argent pour qu'il reste tranquille, qu'il reste dans leur secteur. Pour pas qu'il aille créer un autre niveau de concurrence supplémentaire. Et vous pensez qu'ils vont vous donner ça? À l'école, là, on n'apprend rien. On donne seulement de 1 tiers de compétences. 1 tiers, pas plus. Donc, vos gros titres là que vous présentez là, c'est 2 tiers vides. Moi, je suis un cas concret. Maintenant, je considère que je suis à 2 tiers, pas 1 tiers. Parce que j'ai quand même plus de 25 ans d'expérience. Oui. Donc, quand vous essayez de rentrer au pays avec ces diplômes-là, hein, là, à part l'université, pour aller vous pavaner devant les petits bacheliers, là, ça peut servir à quoi vraiment? Puisque vous n'êtes pas compétent. Vous ne pouvez rien faire au pays là. Hein? Il n'y a aucune industrie dans notre pays, au Cameroun là, capable d'utiliser vos 1 tiers de compétences là. Oui, ça prend les 3 tiers pour commencer à faire quelque chose. Et comme il n'y a rien qui est mis en place pour que vous veniez entrer dans les petits bouts là, avec vos 1 tiers là, vous devenez inutile. Donc arrêtez de vous plaindre même qu'au pays, quand vous partez là, on ne peut pas vous regarder. Vous ne servez à rien. Ceux-là qui refusent de vous prendre là, bon, on peut reconnaître qu'ils font un peu la commune puisqu'ils prennent leurs enfants, ils prennent d'autres qui sont même plus incompétents que vous pour mettre dans le système. Mais ce n'est pas pour qu'ils fassent quelque chose. Hein. C'est pour que l'État leur donne un petit salaire et leur mette sur les dossiers sur lesquels ils vont faire leur corruption. Oui, écoutez les gars, analysons les choses avec courage, avec réalisme. Comme ça, on va pouvoir trouver des solutions pour les résoudre.
Arrêtons de nous plaindre sur des choses aussi évidentes. Hein? Donc, on peut imaginer que si même pour créer une industrie, supposons qu'on se décide que oui, on va se mettre ensemble là, ça n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y a peut-être des gens ont essayé et puis comme ce n'était pas facile, ils sont découragés. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Tu prends plusieurs un tiers compétents. Tu crois qu'en les assemblant, tu auras 3 tiers? Non! Parce qu'habituellement, quand tu mets plusieurs un tiers là, ils sont formés avec le même mot là, ça donne toujours un tiers. C'est pas une addition comme dans les normes là où on dit un tiers plus un tiers plus un tiers, ça fait 3 tiers là. Non, 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 non. Parce que si tu as un tiers d'un gars qui ignore les 2 tiers de quelque chose, la plupart des temps quand ils se rassemblent là, ils sont incompétents de la même façon. Donc, si tu les assembles, ça reste toujours un tiers incompétent. Ou, non, ou 2 tiers incompétents et un tiers compétent. Donc, ça ne donne rien. Souvent, quand tu assembles des gars qui ont déjà, des seniors, qui ont déjà une expérience, parce que c'est pas dans les universités, on n'apprend rien. Bon, je vais vous cacher rien là, je vous apprends rien. Quand tu assembles alors des seniors qui ont peut-être passé 20 ans, ou des gars qui ont appris sur du concret là, là, ils sont à 2 tiers compétents. Si vous les assemblez, vous aurez alors des 2 tiers compétents qui vont apparaître. Donc, avec plus de capacité et tout, mais ça reste encore insuffisant. De temps en temps, avec le blessing, des étoiles peuvent sortir, des 3 tiers. Parce que tu as mis des gros baos ensemble qui sortent des choses, des industries différentes. Mais alors pour que ça soit 3 tiers, il faut qu'ils soient des volontaires vraiment. Hein, qu'ils aient mis leur gros long crayon là derrière. Que leur grosse tête là ne soit pas en train de les étouffer là, en termes d'ego. Là, on peut commencer à voir des petits 3 tiers qui apparaissent. Mais vous savez comment nous on est égocentrique, individuel. Est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord? Est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre ensemble pour travailler? Ça va vraiment durer hein, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu vas laisser l'autre parler. C'est ça la vraie question. Hein? Donc, même se mettre ensemble là, ça ne va pas beaucoup durer. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on dit, oubliez ça. Revenons sur le fait que certains ont pu acquérir autrement qu'à l'école un peu d'expérience. Je pense à ceux qui bossent sur les chantiers, les fermes, au développement des programmes, des systèmes concrets, hein, qui ne sont pas seulement dans la théorie de l'école. Ok. Même si ceux-là n'ont pas fait de grandes études, ils sont bien placés pour aider leur communauté et même pour aider au développement de leur pays. Ceux-là, je les appelle les 2 tiers compétents, même sans aller à l'école. Quand en général, tout ce qui manque, c'est la capacité de gestion pour faire une bonne entreprise. Mais ils ont le concret. Pour vous dire que l'histoire d'école, là, c'est un gros mensonge du MECAT. C'était qu'une façon pour eux de sélectionner les gens à qui ils vont après apprendre à travailler pour leur industrie. Ce n'est qu'un préambule. On prend ça, on fait des gros titres, on brandit comme ça. Donc, si on oublie les études là, et les titres dans notre communauté, on a plus de chances de nous rassembler et de créer des choses pertinentes. Hein? On aura au moins des 2 tiers compétents et voire peut-être des 3 tiers compétents. Qui sait, qui vont apparaître dans les domaines de l'industrie primaire. Pas dans les domaines de haute technologie. Hein. Pour le moment, là, on n'a pas encore... Mais c'est de ça que nous avons besoin dans notre communauté et pour notre pays.
On n'a pas besoin de l'industrie de haute technologie chez nous, là. Ou bien, on n'a pas besoin d'aller parader là-dedans. Les grosses têtes vont disparaître, car tout le monde va compter sur le côté opérationnel des choses. Ce sera plus simple. Les ententes seront possibles. Allez dire à un Québécois que vous êtes docteur. Il ne va plus vous parler. Parce qu'il sait que ça, c'est des gars qui ont l'ego vraiment insurmontable. Donc, les besoins de notre pays, de notre communauté, ça réside vraiment dans l'industrie primaire. Ça veut dire quoi? Maîtriser comment on fait l'agriculture, maîtriser comment on produit, on transforme cette nourriture-là, maîtriser comment on fait un peu d'énergie, comment on produit de l'eau, comment on... Tout ça, c'est dans le primaire. Énergie, eau, agriculture. Oui, je parle de ça en tant que communauté ici dans la diaspora. Ne soyez pas étonnés. On doit commencer par le début. Parce qu'il n'y a rien chez nous, il n'y a rien dans notre communauté. Oui, on doit commencer par le début. Donc, ce n'est pas des longs crayons qu'on a besoin. Car au pays, là, le niveau bas, là, c'est suffisant pour faire tout ce qu'on a besoin. Dans tous les secteurs. Parce que c'est dans ce secteur-là que tu dois apprendre le métier et même le réinventer pour nos besoins. Tu ne vas pas venir essayer d'appliquer quelque chose qui ne marche que chez les autres. Et ils savaient pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais toi, tu viens utiliser ça chez toi. Tu sais que le besoin chez toi, c'est quoi? Avec le bachelor. Bac terminal, hein, c'est pas vos bachelors que vous venez citer là. Non, non, non. C'est bac terminal. Plus que ça, on n'a pas besoin de ça au pays. Ça ne veut pas dire que si vous avez master, tout ça, vous êtes éliminé. Non, vous avez le bachelor. Donc vous êtes dans la course. Sauf que, pardon, laissez votre long crayon derrière. Si vous avez des compétences opérationnelles, que ce soit en gestion, tout ça, on ne va pas savoir quel diplôme sous-tend ça. Mettez-le seulement en pratique. Et aidez vos frères à voir comment ça se rend opérationnel dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'on veut gérer, la vie de tous les jours. Donc, nos besoins communautaires ici, là, les urgences concernent les problèmes simples de la vie à résoudre pour notre communauté. Ça, c'était une introduction pour réveiller les esprits et leur dire, si demain, je viens ici, là, pour présenter un projet, je ne suis pas en train de chercher à inventer la roue ou à utiliser quelque chose ici, là. Parlons des choses simples. Sachons qui nous sommes et choisissons qu'est-ce qu'on veut comme vie pour nous. Si on est d'accord sur ces choses-là, on pourra travailler ensemble. Allez, ciao, ciao. La prochaine vidéo, ça fait 1 heure à peu près. Je peux faire moins que ça. Bon, mais si ça dérange quelqu'un, il met stop. Vous avez le temps. Je vais envoyer d'autres vidéos. Merci, à bientôt.